Bonjour à tous et bienvenue dans IDEA en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro hors promo et sans limite de temps. Car nous pensons qu'en cette période de crise, leurs idées sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Noé Duchaufour-Laurence, un designer qui a choisi de s'installer à Lisbonne pour prendre du recul sur son activité et envisager la fabrication de ses créations de façon plus artisanale. Mais pour commencer, il nous raconte comment il a vécu cette année 2020. Mon année 2020 s'est plutôt bien passée malgré les circonstances. Je dois dire qu'on a eu la chance d'entamer déjà un grand projet qui est Made in Situ ici au Portugal, là où je vis depuis 3 ans, qui est un projet d'exploration du Portugal au travers de l'artisanat, avec la restitution de travail mené avec ces artisans, ou la rencontre des matériaux et des territoires que je visite, dans un lieu que j'ai inauguré en septembre. Donc, dans un contexte un peu particulier, mais malgré tout, ce projet a été apprécié. En tout cas, il a reçu beaucoup d'encouragement et il m'a permis, il me donne envie de continuer. Et puis, parallèlement à ça, on a de gros projets en France avec mon équipe parisienne. J'ai toujours un studio à Paris. Et on a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont demandé beaucoup de pièces en série limitée notamment. Donc la possibilité de travailler avec des artisans des artisans en France assez pointus, avec qui on avait déjà quelques collaborations, mais là on a pu les pousser un peu plus loin. Et c'est un travail qu'on continue aujourd'hui. Donc l'année 2020, dans un contexte très particulier, a pu être finalement assez positif pour moi, même si je regarde autour de moi et je vois qu'il y a énormément de difficultés, que c'est très dur, que beaucoup de monde en pâtit. Voilà, je peux pas juste me penser qu'à ma part et me dire que tout est merveilleux. Non, c'est pas le cas, mais en tout cas pour moi ça a été plutôt positif. Dans votre pratique de designer, justement, quel impact a été le plus fort, le plus ressenti? En quoi ça vous a freiné ou alors poussé à faire des choses autrement? Moi, ça n'a rien changé par rapport à ma manière de faire. Ça n'a fait que conforter les positions que j'avais déjà prises auparavant et juste avant justement cette situation, c'est-à-dire il y a 2 ans quand j'ai commencé ce projet Made in Situ ici au Portugal, j'ai commencé à réfléchir différemment à mon travail de designer, la manière dont j'appréhendais l'objet, la manière dont ma relation avec l'industrie, avec la production, avec le process de production, et j'ai essayé de voir comment je pourrais me rapprocher beaucoup plus du contexte de production, de l'environnement et du contexte du lieu et des outils et des hommes qui produisent au travers de ce projet. Donc, à savoir que c'est un projet qui est finalement très axé là-dessus, sur le local, sur la découverte de choses qui sont autour de vous et autour de nous, et comment est-ce que je pourrais mettre en valeur ou essayer de nouer un dialogue avec ces ressources et ce contexte. Voilà, le projet était déjà bien engagé et finalement ça n'a pas changé vraiment ma vision des choses. Par contre, ça l'a conforté. Je me suis dit que plus que jamais, il fallait que j'aille dans cette direction et que je pousse au maximum cette réflexion, parce que il y a un malaise, il y a vraiment une situation d'urgence, que on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. On est un peu un peu comme des coqs ou des poules qui on aurait coupé la tête, on court dans tous les sens, on ne sait pas où on va. En dépit de la gravité de cette crise, qu'est-ce qu'on peut vous diriez qu'il y a des aspects qu'on peut considérer comme constructifs qui sont nés de ça? Je pense que les aspects constructifs de cette crise, c'est finalement l'idée de repenser et reconsidérer notre manière de faire, notre manière de vivre, d'agir, d'interagir aussi avec notre environnement, ceux qui nous entourent, que ça soit humainement, parce que finalement on se rend compte que on a tous pensé énormément à notre famille pendant ce moment, pendant ce confinement. On a tous reconsidéré notre rapport le rapport qu'on a avec nos proches, et on a tous eu besoin de retrouver ce qu'on aime, nos amis, et donc ça c'est quelque chose qui est très important d'une part,
L'incapacité, l'impossibilité de le faire a été frustrant et extrêmement dur pour beaucoup. Il y a eu des gens qui ont été séparés, et puis il y a aussi un quotidien qu'on a dû tous vivre pour ceux qui ont des enfants avec des enfants dans les dans les maisons enfermés. Avec des devoirs à faire, une scolarité à gérer à l'école, à la maison. Donc tout ça, on voit aussi tout le travail qu'il y a, ce que c'est vraiment le travail de gérer nos enfants, comme beaucoup le font finalement dans le monde, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école ou qui n'ont pas l'accès à la scolarité. Donc je pense que toutes ces questions-là, finalement, on s'est retrouvés tous un peu comme des personnes vivant sans moyens, et on s'est pas au même niveau, évidemment. Il y a toujours moyen on a toujours moyen de s'en sortir plus facilement pour certains que pour d'autres. C'est toujours plus simple pour certains, pour ceux qui ont les moyens aussi financiers, de s'en sortir mieux que d'autres. Mais malgré tout, tout le monde a eu accès à ces questions-là. Et je pense que ça, c'est une notion importante parce que ça permet de remettre un peu les choses sur la table. Malgré, c'est une crise, et toute crise est nécessaire aussi à un moment donné pour réaxer nos orientations. Je pense qu'on a, je dirais pas que c'était souhaitable, mais en tout cas, à partir du moment où c'est là, on doit vraiment le considérer et réagir en fonction. Vous aviez déjà auparavant commencé à réaxer la façon dont vous travaillez. Qu'est-ce qui a été le déclic? Ouais, le déclic par rapport à mon travail aujourd'hui, c'est que je courais dans tous les sens, je voyageais dans le monde entier, je touchais plus le sol en fait, j'avais besoin de cet enracinement, de retrouver des racines, des bases. Et puis j'avais l'impression de travailler pour des valeurs qui n'étaient pas les miennes, même si les marques avec qui je travaillais, je les considère avec beaucoup enfin, j'avais quand même une grande considération pour elles. J'essayais toujours d'y mettre aussi de l'affect dans mes projets, donc je pouvais pas complètement me détacher de cette notion-là. Mais je trouvais que c'était de plus en plus éloigné de mes sentiments, de ce que je ressens vraiment par rapport à mon application, mon rôle, ou en tout cas, pas forcément mon rôle à jouer, parce que j'ai pas l'impression d'avoir une mission ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ma participation à cet environnement-là, cet environnement global, ma participation dans ce monde, voilà, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je vais essayer de faire au mieux. Et puis, d'autre part, je trouvais il y avait une soif de liberté, une envie de retrouver des choses simples, un rapport plus direct à la matière, un rapport plus direct à la production, et comme je le fais d'ailleurs quand je le fais avec des éditeurs de mobilier, j'ai quand même un rapport assez humain. Finalement, c'est le projet humain avant tout, c'est sa dignité qui crée le projet. Donc j'ai essayé de le faire à tout niveau, et donc oui, c'est un peu ce qui m'a poussé. Et après, j'ai eu aussi la chance de rencontrer pas mal de chefs dans le monde de la gastronomie qui travaillent avec des ingrédients qui sont autour d'eux, qui ont vraiment axé leur démarche sur le local. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'essaierais pas de faire ça aussi dans mon travail, essayer de repenser un peu plus à ce qu'il y a autour de moi. Alors bon, dans le cas de mes projets parisiens, c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, j'ai vraiment réorganisé mon travail pour avoir une production au maximum avec des artisans français, parce que il y a des savoir-faire d'excellence autour de Paris ou même en région, et j'ai voulu aller rechercher ces savoir-faire. Et puis au Portugal, c'est vraiment une quête, un voyage, une sorte de carnet de route en fait. Ces 2 derniers exemples que vous donnez entre le Portugal et la France, est-ce que c'est le type de projet qui justement vous intéresse le plus aujourd'hui? C'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me passionne le plus. Aujourd'hui, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des oppositions dans ces projets. C'est pas forcément, il n'y a pas une seule ligne. Le projet à Paris me permet quand même d'aller explorer des techniques, des matériaux assez pointus. Au Portugal, je suis sur des projets beaucoup plus brutaliste dans l'aspect, dans l'idée et dans la matière. J'essaye d'aller vraiment sur des choses dans le cœur de la matière.
et en essayant de faire intervenir le moins possible la technologie, même si elle intervient parfois. Mais toujours dans une notion d'assistance, d'aide, voilà, c'est un support. C'est jamais une fin en soi, et ce n'est pas non plus l'outil qui prend le dessus dans la production. Après, je continue aussi mes projets avec des éditeurs, avec aussi des manufactures ailleurs ou dans d'autres univers. En l'occurrence, on travaille sur un projet de piano, par exemple. Et puis, je travaille toujours avec Bernard Design, où on a sorti 2 pièces cette année. Et ça, c'est aussi une relation qui est vraiment axée sur l'humain pour le coup, parce que c'est une relation humaine que j'entretiens avec le directeur artistique, pardon, de Bernard Design, Jerry Elling. Donc, ce sont voilà, je retrouve en fait le fait il y a une variété encore qui existe, et ce n'est pas un projet, il y a pas, voilà, c'est pas un projet unitaire, il est encore polymorphe, mais c'est ce que je trouve intéressant. C'est que ça me permet encore de pouvoir explorer plusieurs choses pour pouvoir trouver mon parcours aussi là-dedans. Mais en tout cas, les choses sont de plus en plus précises dans leur approche. Quand on se demande de quelle façon se traduisent les préoccupations environnementales dans votre travail, est-ce qu'il faut faire le distinguo entre le design industriel et puis les projets plus proches de l'artisanat ou plus proches de savoir-faire, pas du tout liés aux industries? Malheureusement, je dirais oui, parce que encore l'industrie n'est pas. Ce qui est fou, c'est que c'est elle qui a le plus besoin de se poser ces questions-là et ces problématiques. Mais l'industrie n'est pas encore prête. N'a pas encore vraiment. Il y a très peu d'industriels dans le monde du mobilier qui ont vraiment fait le pas. Même s'il y en a, ça reste encore très lourd. Récemment, je m'intéressais aux questions des mousses pour la tapisserie, même en production en petite série. On essaie de travailler sur des matériaux beaucoup plus respectueux de l'environnement. On se heurte à des problématiques d'approvisionnement, par exemple. Les fournisseurs de matelas en latex sont assez généreux quand il s'agit de la literie, parce que c'est un marché très, enfin, qui est demandeur. Quand il s'agit de l'ameublement, il n'y a plus personne. Donc c'est vrai qu'il y a encore des grosses avancées à faire, mais qui sont pas que dues aux industriels de l'ameublement, mais c'est aussi lié à toutes les filières et tout ce qu'il y a, tous les fournisseurs et tout le circuit en fait. Donc oui, je distingue encore ces deux choses. Bon, je suis pas un énorme acteur dans le mobilier industriel, donc c'est là-dessus que je me rassure un petit peu. C'est que j'ai pas beaucoup de produits non plus, et j'en fais pas non plus des tonnes. Et puis j'ai pas dessiné de chaise en plastique, donc je suis assez fier là-dessus. Voilà. Et dans quelle mesure justement l'artisanat peut-il jouer un rôle dans le sens de ces questions, notamment environnementales, ou en tout cas des choses qui sont sous le contrôle de la main humaine, dans le cadre du design industriel? Qu'est-ce que l'artisanat peut apporter à l'industrie? Alors déjà, l'artisanat, il peut apporter un truc, c'est qu'il va permettre aux designers de se défouler de manière moins prégnante sur l'environnement, parce que forcément, ils vont pouvoir créer, mais de manière beaucoup plus intimiste, on va dire, et ça va être c'est en petite série, une petite échelle, plus localisée. Donc ça peut permettre à beaucoup de designers d'avoir la chance de pouvoir exprimer leur talent, leur savoir-faire, mais sans avoir un impact colossal sur l'environnement, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'un designer dessine un meuble, c'est un meuble de plus, c'est peut-être un meuble de trop. Donc je pense que ça, c'est déjà la chose positive. Et la deuxième, mais c'est un peu cynique de dire ça, mais je pense que c'est malheureusement vrai. Et il y a de plus en plus de designers, de plus en plus d'écoles qui forment des designers, même s'il y a de moins en moins enfin bon. Oui, le mot design a énormément évolué. On sait plus trop qui est designer, plasticien, artiste, voilà. Mais en tout cas, il y a un besoin de création, de créativité, et tant mieux. Maintenant, il faudrait peut-être un peu plus de qualité, et surtout de réflexion sur le fond. Et je pense que oui, l'artisanat permet d'avoir un accès plus direct à la création, à la production des créations. Et puis, je pense que l'industrie regarde aussi forcément
cette production-là parce qu'elle est très intéressante, très riche, très variée. Il y a forcément des leçons à en tirer. Et peut-être que relocaliser, par exemple, la production, redonner du sens à ce qui est autour de nous, réfléchir à questionner de nouveau sur la finalité des produits et la raison de produire de nouvelles pièces. Est-ce qu'il est nécessaire d'étoffer, d'avoir un catalogue de 500 pages ou juste une dizaine de pages suffirait? Voilà, moi je pense que ça c'est des questions que les entreprises se posent aujourd'hui et la crise forcément doit les obliger à se poser ces questions. Donc ça c'est peut-être un aspect positif aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez de ceux qui disent qu'il y a trop de chaises et on répétait justement que on peut toujours en faire des meilleures? On cherchait pas à en faire beaucoup plus, mais on cherchait à en faire des meilleures. Est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui? Ben, évidemment, je pense qu'il y en a. On a déjà tout ce qu'il faut en fait, fondamentalement. On a tout Mmh. ce qu'il faut et il n'y a aucune réponse à apporter dans un nouvel objet. Par contre, d'abord on a besoin de produire et d'avancer. On a besoin de création. On a besoin de poésie et la création et la production qui est liée qui a du sens peut amener cette poésie aussi. Et je pense que voilà, on a encore besoin de nouveaux objets car on a ce besoin nécessaire d'évolution et de et de poésie dans la relation avec les choses. Et là-dessus, on voit aussi que les objets changent. Ils sont de plus en plus, les matières sont de plus en plus fines. Il y a de moins en moins d'immatérialité dans les productions. C'est quelque chose. On retrouve la présence de la matière, de la source des objets qui servent à la production. On est passé dans des années où finalement il fallait jouer presque la carte du virtuel, comme si le fait de créer virtuellement devait se retrouver aussi dans la production physique de l'objet. Là, je Mmh. pense que ce rapport à la matière, au tangible, n'a jamais été autant ressenti, mais avec énormément de subtilité, de poésie et d'histoire derrière. Après, il y en a beaucoup qui se cachent derrière trop de poésie ou trop d'histoire. Je pense qu'il faut trouver la justesse parce que l'objet aussi doit parler de lui-même. Donc il faut toujours on a toujours besoin, selon vous, en fait, de nouvelles chaises, mais qui soient, j'allais dire, plus intelligentes, plus vertueuses au sens de leur impact sur l'environnement et si en plus elles sont poétiques, elles sont les bienvenues. Oui, oui, je pense surtout, elle doit être plus habitée, mais avoir plus de sens. On en a besoin parce que, encore une fois, le monde a besoin d'avancer. On a besoin de voir des objets qui marquent aussi le temps, des marqueurs, des points comme ça qui nous permettent d'avancer. C'est nécessaire, sinon on n'a plus de repères. Tout est légitime à ce moment-là. On peut dire oui, mais attendez, pourquoi un tel aurait le droit de produire et pas celui-ci ou celui-là. Je pense qu'encore une fois, il faut être très attentif quand on est créateur à ce que l'on fait et vraiment retenir le plus possible son crayon pour ce qui est pas chose simple, hein, je le sais, mais retenir vraiment son crayon pour pas en faire trop, quoi. Alors, est-ce que c'est exagéré de penser aussi que c'est peut-être aussi une question de recherche, au sens où finalement les laboratoires de recherche, enfin les départements de recherche et de développement dans ces entreprises de design industriel, plus ils ont du travail pour faire des choses meilleures, plus c'est dans l'intérêt de tout le monde, à la limite qu'on soit client ou pas, c'est-à-dire que l'outil industriel soit capable de faire les chaises les mieux du monde, j'allais dire. Est-ce qu'il ne faut pas faire tourner la machine pour cette raison-là aussi? Bien sûr que il y a l'avancée technologique permet aussi d'aller un peu plus loin, mais est-ce qu'une chaise a besoin d'autant d'innovation que ça? Finalement, on se rend compte qu'une des meilleures chaises qui a été dessinée au siècle dernier, c'était la Superleggera. Oui, on a besoin d'outils assez particuliers pour la produire, mais ça reste une chaise en bois Mmh, donc et il est très simple. qui a pas vraiment été égalée depuis. Donc, je pense que se commencer à penser à de la chaise intelligente produite avec un ordinateur qui a réfléchi à la forme exacte et parfaite pour. Je pense que finalement, Duponti n'avait pas besoin de ça et ça s'est très bien passé. Ah oui, donc il faut rester aussi près de besoins finalement simples. Exactement, et aussi, encore une fois, faire appel à notre propre conscience en tant que créateur. Alors bon,
Il y a deux choses, c'est assez particulier parce qu'il y a aussi les besoins d'un marché. Un marché qui a faim, qui veut de la nouveauté, qui veut de l'image, qui veut des formes, qui veut voilà, de la matière pour pouvoir, c'est une sorte de grande masse qu'il faut nourrir. Et ce marché, c'est l'hôtellerie, c'est dans le contract, il y a énormément de demandes parce qu'il y a un besoin il y a beaucoup de turnover, il y a un besoin de changement. Et ça, pour le coup, c'est une grosse machine qu'il faut entretenir. Et puis après, il y a la vérité dans le produit, c'est-à-dire celui qui va être pérenne et qui va rester qui va laisser sa trace au cours des siècles. Il est très rare celui-là, et celui-là nécessite beaucoup beaucoup d'attention et de retenue en fait. Au tout début d'un projet, est-ce que vous anticipez systématiquement l'attente d'un public? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez systématiquement à un destinataire? Je dirais, en fait, j'ai jamais voulu vraiment rentrer là-dedans, mais forcément quand j'ai travaillé pour des maisons comme Montblanc ou voilà, je sais qu'il y a une clientèle, il y a une image, il y a quelque chose, donc j'ai essayé de me projeter, mais j'ai surtout essayé de comprendre ce que moi j'avais à dire dans ce cadre et dans ces contraintes. Ensuite, quand je dessine des meubles, des objets, en général, je pense à vraiment un ressenti, une émotion, à quelque chose de très personnel. Et pour le coup, je pense rarement à un marché et à un destinataire. J'essaie de transmettre. Et après, en général, le premier filtre, quand je travaille avec un éditeur, c'est l'éditeur lui-même qui peut me dire là, tu m'as rien transmis ou tu m'as donné quelque chose. Et ensuite, on peut commencer à faire une histoire qui va qui va pouvoir devenir un produit et qui va pouvoir être proposé à d'autres. Euh, pour mes projets personnels, qui sont plus en auto-édition, il s'agit d'essayer de trouver plus de justesse que ce soit dans les matériaux que j'utilise, dans les formes, dans le process de fabrication, ou dans l'histoire que je veux raconter. Mais je pense rarement, pour tout vous dire, je pense rarement à finalement savoir si cet objet va fonctionner ou pas, s'il va trouver acquéreur ou pas. J'ai pas vraiment j'essaie de le faire avec le plus possible de sincérité. Après, on verra bien. Au fond, si à base de sincérité s'établit une conversation entre vous et un éditeur, ou une cohérence de langage, si vous êtes en auto-édition, il y a pas si tout cela est cohérent, il n'y a pas besoin d'essayer de parler directement à une cible qui serait le client. C'est-à-dire la sincérité du projet, au fond, après, il a sa vie tout seul. Bah, oui, puis surtout, la cible, elle est tellement large, elle est tellement variée, je trouve qu'il y a rien de plus insupportable que les discours marketing et les réflexions sur notre client potentiel ou autre. Je crois que encore une fois, un bon projet, un bon produit est universel et peut toucher une multitude de personnes qui sont complètement inattendues. Et souvent, les gens se trompent quand ils font leurs études, donc tant mieux d'ailleurs. Je pense que le mieux, c'est vraiment de laisser les choses se faire. En effet, vous avez raison, c'est le produit doit exister par lui-même. Jusqu'à quel point vous pouvez travailler la matière? Ben, moi, j'essaie de la travailler déjà avec des gens qui savent la travailler. Et ce qui est pas toujours simple, parce que les métiers se perdent aussi. Et d'autres se créent, mais il y a quand même il y a beaucoup d'artisans ou d'ateliers qui savent pas vraiment manipuler parfaitement les matériaux qu'ils utilisent. Et maintenant, moi, j'essaie de le faire aussi avec mes mains parfois, quand c'est nécessaire, quand je sens que j'ai des choses à dire, quand je peux m'exprimer sur et donc ça peut être en fait, comme j'ai travaillé très vite avec mes mains parce que j'ai fait une formation de sculpture sur métal quand j'étais plus jeune. J'ai très vite compris l'importance de pouvoir manipuler les choses. Récemment, j'étais à Ouagadougou pour travailler sur une collection avec une maison d'édition qui s'appelle Maison Intègre. Et en fait, j'avais aucune envie de donner des indications verbales finalement avec les artisans avec qui on travaillait. Je trouvais que le mieux, c'était de travailler ensemble l'objet et finalement de prendre l'outil et travailler avec eux. Alors, il y a des limites parce que j'ai pas toutes les connaissances, loin de là.
mais tout ce que je peux faire avec mes mains, j'essaie de le faire de manière participative, en tout cas dans le projet. Et voilà. Et puis ensuite, ici à Lisbonne, on a un atelier où on a vraiment la possibilité de travailler à peu près tout ce qu'on veut. C'est un petit atelier, mais ça reste quand même un atelier bien équipé. Et donc, si c'est pas moi qui le fais, c'est aussi mes équipes qui travaillent sur des prototypes ou autres. Mais ça permet souvent de valider des choses, de l'ergonomie, des formes, des principes. Mais là, dans le cadre de ce projet qui vous a amené récemment à Ouagadougou, vous saviez déjà ce que vous alliez faire, j'allais dire, au point de vue final, même si vous ne saviez pas le chemin que ça allait prendre. C'est-à-dire si c'était plus des sculptures ou plus des objets pour un projet, c'était... Alors, ce qui était intéressant, c'est que la première fois que j'y suis allé, j'avais aucune idée, et je savais même pas d'ailleurs que j'allais... Enfin, j'avais anticipé un objet, j'avais déjà quelque chose en tête. Mais ensuite, c'est en travaillant directement avec un des artisans avec qui Maison Intact travaille, qui travaille la cire en amont, donc parce que c'est des coulages de bronze en cire perdue. Donc là, j'ai travaillé sur des modèles en cire directement avec mes mains. Je me suis rendu compte aussi que c'était pas si simple. C'est pas parce que c'est une matière qu'on peut juste fondre, coller, assembler. C'est une matière quand même assez complexe. Et donc j'ai fait, et surtout avec les conditions là-bas, à 40, plus de 40 degrés à l'ombre, et se retrouver avec dans un environnement assez dur. Mais quoi qu'il en soit, oui, j'ai travaillé directement les matières là-bas, et ça a permis de dessiner, ça nous a permis de faire des pièces ensemble. C'était des pièces qui étaient pour un projet précis, ou alors c'était de les créer là, presque en direct? C'est-à-dire, elles avaient déjà une destination, plus ou moins, même si on ne savait pas la forme qu'elles allaient prendre? On savait pas vraiment. Alors, c'est des pièces, oui, elles ont une destination déjà. Elles ont une réalité fonctionnelle, donc ce sont des luminaires même elles sont très sculpturales. Malgré tout, ce sont des pièces qui sont destinées à éclairer, ou des tables qui sont supposées être des tables pour poser des choses dessus. Donc, on a quelques objets. Et puis, c'est avéré que j'avais dans cette année 2020, j'ai eu un projet d'ameublement assez complexe à proposer à une cliente qui m'a demandé donc d'aménager des espaces. Et j'ai donc dessiné des pièces aussi pour ces espaces-là. Sachant que l'aménagement en question n'était que à base de mobilier. Donc, il s'agissait de meubler des maisons. Et donc là, j'ai proposé des pièces. Donc, j'ai enrichi la collection que j'ai fait pour mes Maisons Intègres au travers de ce projet. Et il s'agit au final, on a peut-être une dizaine de pièces différentes qui vont sortir dans cette petite maison d'édition. Alors, on lit souvent que la nature ou les formes arrondies, on pense à des galets ou à des rochers, que tout cela vous inspire. Est-ce que c'est juste, ou alors c'est incomplet? Est-ce qu'il ne faut pas nourrir un peu, parce que ça fait un peu romantique? Ouais, c'est un peu bateau, mais c'est en fait c'est vrai, c'est vrai parce que c'est une base assez facile, on va dire, et c'est une vérité. C'est-à-dire que oui, je vois des formes dans la nature comme beaucoup, et je peux vraiment m'en inspirer. Maintenant, ça va plus loin que ça. C'est l'interaction entre ces formes et nous. C'est l'interaction entre la main de l'homme et la matière. Et puis c'est aussi la manière dont les choses se construisent. Quand on parle des formes des galets ou des rochers, on pense à l'érosion, on pense à l'action du temps, on pense à l'action de l'eau, du vent sur la matière. Comment est-ce que ça, c'est pas lié aussi à des processus de production, ou est-ce qu'on peut pas créer dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut pas être nous un peu le vent et l'eau, et est-ce qu'on peut pas essayer de rentrer dans la matière? Est-ce qu'on peut pas essayer de dessiner de cette manière-là aussi, d'imaginer l'objet comme si on était un flux plus qu'une matrice? Et voilà, je pense que c'est assez large. Donc oui, c'est vrai que je suis beaucoup plus inspiré par un paysage naturel qu'un paysage urbain. Et encore, je retrouve finalement dans des paysages urbains aussi des choses qu'on retrouve dans la nature. Alors, récemment, je travaille sur une production de bougies en cire d'abeille avec des bougeoirs en bronze pour mon projet ici à Lisbonne, au Portugal. Et en fait, j'ai dessiné des formes extrêmement géométriques. Et je me demandais d'où elles venaient, parce que c'est sorti assez naturellement. C'est des choses que j'ai
Et ces formes géométriques contiennent des formes très fluides et très organiques. Et en fait, je me suis rendu compte en observant les cellules des nids d'abeilles que on était vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une géométrie parfaite qui est celle de l'alvéole du nid d'abeille, et puis la forme très organique qui est le nectar, qui est le miel qui est produit par ces abeilles qui coule à l'intérieur. Donc je me suis dit, mais en fait, on a vraiment cette relation-là entre les deux. C'est des choses qui sont c'est lié à l'observation, à l'intuition, et au sensoriel finalement. Donc il n'y a pas beaucoup d'analyse. C'est pas forcément une analyse physique, c'est plus une analyse émotionnelle, ou enfin même pas une analyse, d'ailleurs un ressenti que je traduis au travers de ces pièces. Et pour le coup, j'ai l'impression de voir un paysage à la fois entre un mix entre quand je regarde ces pièces ensemble, c'est une sorte de ville, donc de nouvelles sociétés d'objets, mais avec ces formes très naturelles à l'intérieur qui en plus sont aidées par la cire d'abeille qui va couler à l'intérieur. À ce jour, quelle est la plus grande satisfaction en fait que vous pourriez souligner? De faire ce dont j'ai envie aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Et je trouve que c'est la plus belle satisfaction que j'ai jamais eue. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre des prochaines foires de design? Qu'est-ce qui serait souhaitable selon vous? Moi, j'attends que beaucoup de gens se retiennent malgré le fait qu'ils ont dû se retenir pendant tout ce temps, mais qu'ils réfléchissent avant de prendre la parole, comme j'ai essayé de le faire aussi pendant ce confinement. D'ailleurs, le premier confinement, j'ai eu beaucoup de demandes d'interview. Je crois que vous êtes le premier à qui je réponds, mais j'ai pas voulu prendre la parole parce que je pense que c'était dommage de ne pas respecter le silence aussi qui était nécessaire pour plein de raisons. Et je pense que la prochaine foire de design qui va ouvrir devra être assez elle devra nous surprendre dans sa qualité et dans la retenue. C'est-à-dire que si un éditeur arrive en disant j'ai 2 ans de production en arrière, là il faut que je vous rattrape tout et je vais vous en balancer plein la vue, je crois qu'il n'aura rien compris. Il faut vraiment être dans l'élégance et la pertinence. Par contre, moi j'attends beaucoup ces moments-là pour retrouver des gens, pour pouvoir retrouver cette atmosphère créative et bouillonnante. Et ça, c'est merveilleux, mais j'attends vraiment qu'il y ait et j'espère qu'il y aura eu un ménage qui aura été fait. Je pense pas à la faillite des entreprises, hein, mais je pense plutôt au ménage intellectuel, à savoir qu'on se dise, bon ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir 10 nouveaux canapés cette année, voilà. Donc, j'aimerais vraiment voir, j'espère qu'elle sera exemplaire la prochaine foire de design, que ça soit Milan ou ailleurs. J'espère que tout le monde va pas parler aussi que d'une réponse à la situation, parce que ça serait navrant. Je pense qu'il faut essayer de garder aussi la beauté de la création et qu'il soit aussi décontextualisé parfois. C'est marrant parce que je parle du contexte comme une source d'inspiration, mais là pour le coup, ça serait presque de l'opportunisme que de dire on a fait tout un mobilier en travaillant sur le travail à la maison, sur la possibilité, sur le confort à la maison, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de tous ces terrains de recherche qui sont, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a déjà beaucoup de réponses. Quel rôle la galerie peut-elle jouer dans la diffusion du design, au-delà du cercle habituel des collectionneurs? Alors, la galerie, c'est un lieu, même si c'est pas forcément le lieu le plus accessible en termes d'approche, enfin de consommation, parce que forcément une galerie, c'est des petites éditions, c'est un travail sur mesure, dédié, qui demande énormément de temps et qui amène forcément il y a une répercussion sur le prix des objets. Mais par contre, c'est un lieu qui peut permettre de réfléchir différemment, de faire des propositions différentes, de prendre des risques qu'on prend pas dans l'industrie, et heureusement, enfin parfois, en tout cas, quand je dis des risques, c'est faire des pièces qui peuvent être qui peuvent ne pas avoir de devenir, quoi. C'est aussi la possibilité de se poser des questions et de les mettre en forme. Et puis créer aussi un dialogue, et j'espère que la galerie va être un lieu, enfin que la galerie, je le vois comme plus comme une plateforme, va être un lieu d'échange, ça va être un lieu de découverte. Moi
moi ici, avec ce projet Made in Situ à Lisbonne, j'ai énormément de Portugais qui sont venus me voir en disant qu'ils ne connaissaient pas le Barro Negro au Portugal. Par contre, ils le connaissaient au Mexique. Et alors que le Barro Ah oui. Negro est une technique qui est extrêmement répandue ici au Portugal, mais enfin extrêmement répandue dans 2 villages principalement, mais elle existe. On se tourne souvent le dos à ce qui est autour de nous, encore une fois. Alors à travers ça, il y a aussi un côté finalement échange culturel, c'est-à-dire les gens que vous rencontrez, les artisans que vous rencontrez, il n'y a peut-être pas que des choses techniques, concrètes, etc. C'est aussi oui, des échanges culturels. C'est De référence. c'est avant tout un échange. Il n'y a aucun projet qui se fait sans ce rapport, sans cette approche qui est parfois assez délicate. Moi, je n'existe pas ici. J'ai aucun personne n'est venu avec un CV en disant voilà, Noé Duchaufour Laurence, il est designer, il a fait ci, ça, ça, ça. Ils en ont rien à faire. Ce qui est intéressant, c'est le rapport humain et comment on va réussir à nouer des liens. Et c'est ces liens qui vont permettre de faire le projet. Sinon, aucun projet se fait. C'est impossible. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait cet échange culturel. Il faut qu'il y ait un échange humain. Faut on apprenne à se comprendre, à anticiper les attentes de l'autre, et puis aussi à sortir chacun de notre zone de confort et nos a priori, mettre nos a priori de côté. Surtout que finalement, l'œil, le cœur et la main de l'artisan, comme on dit, n'étaient pas là pour exécuter. Donc effectivement, il fallait qu'il s'entende avec quelqu'un, au fond, qu'il ne connaissait pas forcément très bien. Exactement, et c'est un investissement énorme parce que l'artisanat versus l'industrie. Bon, l'industrie, c'est énormément d'investissement, c'est une grosse machine qu'il faut mettre en place et elle est vraiment technique et lourde et complexe. Je respecte totalement ce milieu pour ça parce que c'est un milieu d'intelligence et de réflexion et de génie humain assez incroyable. Mais l'investissement physique et matériel, et oui, surtout physique avant tout, dans l'artisanat, il est réel. Et quand vous faites un projet, ça va être des heures et des heures de travail, mais c'est une personne ou 2 qui le font ce travail, et c'est un investissement physique réel. Et je pense que si on part sur une fausse route, voilà, il y a un besoin de se comprendre dès le départ pour être sûr qu'on va pas faire perdre du temps à l'un ou à l'autre et que voilà, on va réussir ensemble à aller vers un résultat qui satisfasse tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours disponible pour aménager des lieux, que ce soit des maisons ou des lieux publics, comme vous l'avez déjà fait dans les 2 cas? Ben, en fait, j'ai dû faire des choix pour faire ce projet ici au Portugal ou des projets d'auto-édition et de pièces sur mesure en France et quelques projets que je continue. Non, j'ai dû vraiment mettre un terme à tous ces projets d'aménagement intérieur. Mais vous êtes toujours présent dans le design industriel? Je suis présent dans le design industriel par petites touches et encore une fois avec des partenaires de choix, des gens avec qui j'ai une relation de confiance et une continuité, des gens que j'apprécie, avec qui j'ai envie de faire des choses, mais je cherche pas plus que ça. Alors ma dernière question, c'est de savoir au fond si les designers, ils font leur carrière eux-mêmes, au sens où ils peuvent, se diriger vers des domaines, qui les intéressent, est-ce que c'est finalement les projets qui font leur carrière? Ben, en fait, on a pu le voir il y a plusieurs types de designers et plusieurs types de projets. On voit qu'il y a des designers qui sont des assets, qui veulent vraiment aller au bout d'une démarche, qui la tiennent et qui sont des puristes et finalement qui sont suivis par des éditeurs qui y croient. Mmh. Et ça, je pense que c'est absolument incroyable parce que c'est un travail très complexe, euh, parce qu'il faut tenir le coup, faut avoir des positions très fermes et il faut surtout ne pas enfin résister à la tentation de répondre aux demandes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et en même temps j'ai répondu à beaucoup de demandes aussi en parallèle. Donc je pense qu'aujourd'hui je suis plus dans cette démarche. Je reviens presque 20 ans en arrière. Euh, mais voilà, je pense que en fait, on est entre les deux. Il y a des designers qui, moi, je me suis construit au travers du projet. Je me suis construit au travers de la réponse aux demandes. Parce que j'ai jamais répondu de manière purement
intéressé, il y a toujours une envie de participer à quelque chose, d'avoir une interaction avec des maisons ou des gens qui m'intéressaient. Et puis parfois, je me suis complètement trompé. C'est des fausses routes, des fausses pistes. Mais en même temps, à chaque fois, ça m'a enrichi intellectuellement, ça m'a permis de comprendre un peu mieux ce vers quoi j'avais envie d'aller et d'affiner ma démarche. Il a fallu du temps, c'est tout. D'autres designers sont beaucoup plus précis dès le départ. Moi, je pense à Ronan et Juan Broulac, c'est toujours une démarche qui me fascine, même s'ils ont quand même eu la chance d'avoir été reconnus très rapidement, et c'est lié bien sûr à leur talent, mais ça permet quand même, enfin c'est quand même assez incroyable, je trouve, et singulier comme démarche. D'être soutenu aussi par les éditeurs assez tôt permet justement aide aussi à garder cette intégrité. Bah, ça dépend des éditeurs. Si un éditeur ne voit qu'une partie de votre travail et pas celle qui vous tient à cœur finalement, ça vous détourne de vos envies et de votre réalité. Maintenant, je pense en l'occurrence, on peut parler encore de ces designers-là, de Ronan et Juan. Je pense que là, pour le coup, ils ont été soutenus par des gens qui étaient complètement en ligne avec ce qu'ils faisaient. Mmh. Dernière chose, dans quel état d'esprit vous êtes si on pense au futur proche? Comment vous voyez le futur? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous... Non, moi, je suis extrêmement optimiste parce que je pense que c'est le moment de réinventer, de reconsidérer les choses plus que jamais. On en parle depuis des années, tout le monde dit qu'il faut revoir notre manière de faire, d'agir, de penser, de bouger, de tout ce qu'on veut, mais personne ne passe à l'action. Et là, en l'occurrence, on est obligé de le faire. Donc, c'est un moment merveilleux au niveau de nos possibilités créatives et de pouvoir enfin agir sur toutes les questions qu'on se pose. En fait, si on est designer, c'est le moment de le prouver. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous souhaite, non pas bonne chance, parce que c'est pas une question de chance, mais le meilleur pour la suite des événements. Merci. À bientôt.